13h31 à Lassa Samala, dans la préfecture de la Kosa. Même heure à Koresewa, dans le Golfe. Nous sommes au dimanche 15 janvier 2023. C'est l'heure et le jour de la messe. Et j'espère que vous continuez à résister à la janviose. En tout cas, du courage à vous et à toutes et à tous. 4 chapitres sont au menu de l'évangile aujourd'hui à étudier et très minutieusement avec les confrères qui sont déjà ici présents. Le forum des producteurs agricoles du Togo qui s'est tenu cette semaine à Dapaon et qui a clôturé ses travaux hier samedi. Le réaboutissement de la diplomatie togolaise dans l'affaire des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali. Les préparatifs des élections législatives dont le coup d'envoi vient d'avoir lieu par la création des CELI préfectorales et la comédie sous les tropiques d'un élève du lycée de Kara 1 qui s'est moqué de la discipline dans nos écoles. L'homélie sera dite par Germain Pouli du journal Togo Réveil et Firmin Teko Agbo, respectivement, lui il est analyste chroniqueur, respectivement positionné de ma droite vers ma gauche et de votre gauche vers votre droite. Bienvenue à toutes et bienvenue donc, bonne et heureuse année à vous chers confrères invités. Bonjour Eric Tamboudès, merci de m'avoir invité. Oui. C'est un honneur pour moi et c'est une grâce aussi de partager ce plateau avec vous, avec mes chers aînés, vous, en commençant par vous Eric, et ensuite Germain Poli, mes chers aînés pour qui j'ai une certaine admiration. C'est une grâce et je voudrais profiter de ce moment pour vous souhaiter le vœu le meilleur, que la main du Dieu Tout-Puissant soit sur nous, qui nous protège et qui nous donne longue vie, la santé. Et comme Germain Pouli a l'habitude de dire, les autres bénédictions suivront. Dans les autres bénédictions suivront. À tous ceux qui nous suivent, que Dieu vous bénisse. Bonne année à vous. Germain, bonne et heureuse année. Bien de choses à vous, à votre famille et surtout également à votre rédaction. Oui, surtout à ma rédaction et à nos lecteurs, à nos partenaires, à tous ceux qui partagent cette passion avec nous, tous ceux qui, grâce à qui nous tenons. Bonne et heureuse année, comme l'a dit Firmin, d'abord Eric Roumain, à la direction de TV2, qui arrive à toujours garder le cap les difficultés américaines qui sont propres à toute le reste, tous les autres frères. Je souhaite une année moins difficile que celle de 2002 et de 2001. Et ensemble, on espère que Dieu fera et que par nos efforts, les choses iront également beaucoup mieux. Je ne suis pas seul dans la réalisation et la production de cette émission. Je suis accompagné du côté de la technique de Alexandre, non c'est plutôt Mati Ibrahim au cadrage pour nous remettre à Alexandre Tchelem de le côté de la mise en onde et être vu distribué partout sur vos écrans. À eux, je souhaite également une excellente santé, une bonne et heureuse année.
respectivement. Donc, je vous salue. Alors, je blaguais tout à l'heure en parlant de la janviose. C'est un virus qui arrive tout le mois de janvier. Comment vivez-vous ce virus? J'espère que les autorités sont... Et j'interpelle. Janviose, c'est le nouveau mot qu'on peut insérer dans le dictionnaire médical. Et nous invitons aux plus hautes autorités à tout faire pour nous inventer un vaccin, la janviose ou janvionite, contre ce mal. J'aime comment vivez-vous? Supportez-vous le janviose? C'est une épidémie qui est saisonnière, qui arrive tous les ans, tous les débuts d'année. Parfois, c'est sur 2 mois ou 3 mois. Le mois où la janviose nous attaque jusqu'au mois de mars. Mais ça reste traditionnellement un premier mois de l'année assez difficile parce qu'on n'a plus assez de réserves financières, soit parce qu'on a rétrofété, on a mis les dernières énergies dans la fête pour se faire plaisir une fois là, ou parce que tout simplement l'année passée n'a pas été aussi reluisante et donc les effets continuent aussi en janvier, mais je crois que c'est un peu général. Apprenant à vivre avec la janviose, il n'y a pas encore de vaccin pour ça. Je pense que c'est Dieu qui trouvera un vaccin pour la janviose. C'est une horreur régulière tous les ans. Et là, je profite quand même pour souhaiter beaucoup de courage à mon équipe. Parce que quand on a des collaborateurs qui acceptent de travailler dans des conditions assez difficiles, pour faire marcher l'entreprise, il faut le reconnaître. Donc grâce à on leur souhaite plus de courage. Surtout avec le nouveau code de la presse. Oui, c'est intelligence. Ça c'est encore plus chaud. Avec déjà l'augmentation du SMIC, avec la convention collective. Donc ça fait 2 poids qui viennent s'ajouter à ce qu'on avait comme poids. Je crois que Dieu fera. Accord voyant, avec nos rien n'est possible. Voilà. Firmin, la janviose, il l'a supporté. C'est vrai que les 10% de la population sont immunisés déjà contre la janviose. Mais il faudrait qu'on nous invente, à nous, les 90% de la population, une janviose. À la vie chère déjà qui existait, donc vient s'ajouter cette janviose. On voit que ça va être un peu plus difficile. Parce qu'on dépense tout ce qu'on a pendant les périodes de fête. Et maintenant, les choses au niveau du marché, même les produits de première nécessité demeurent un peu inaccessibles, ce qui est difficile. Alors qu'est-ce qu'on peut? On ne peut que supporter. Dans le moment difficile, Dieu soutient toujours. Et je crois que Dieu va nous soutenir. Et c'est le moment aussi de demander toujours à nos autorités. On sait que depuis un certain nombre d'années, on consacre une partie importante du budget au social. Alors qu'on trouve encore d'autres mécanismes pour redistribuer les richesses nationales, comme ça se fait. Donc qu'on trouve d'autres mécanismes. Et là, autant l'argent circule dans le pays, autant le social est soulagé et géré, autant la vie est moins lourde pour nous tous. Voilà les officiants de cette messe. Je suis Eric Tanandé, le prince héritier de Pagouda. Je suis le modérateur principal de cette messe. L'agriculture était à l'honneur d'un forum à Dapan cette semaine qui a vu son apothéose hier. Les producteurs agricoles se sont retrouvés à Dapan. Le lancement de ce forum a été fait par le chef de l'État, Fort Eswatini Gnassingbé, lui-même en personne. C'est sûr et certain que c'est pour cogiter sur l'avenir du secteur, comme on peut le dire, Germain, certainement. Oui, c'est un rendez-vous qui était pratiquement annuel avant que la pandémie n'arrive et qu'on arrête un peu. C'était le forum national du paysan. Le forum des producteurs agricoles. Les producteurs agricoles du Togo. Donc ça a changé de nom. Donc avec de nouvelles ambitions qui sont clairement affichées avec ces changements de nom. On ne parle plus de paysans, mais on parle de producteurs agricoles. Donc on passe d'une activité rudimentaire ou traditionnelle vers une activité beaucoup plus moderne.
avec comme objectif de faire de ces paysans-là des producteurs, c'est-à-dire des entrepreneurs dans leur domaine. Et je crois que depuis l'arrivée du président Bornassi de pouvoir, une de ses priorités, c'est l'agriculture. Et le forum national des paysans qui est devenu dans le forum des producteurs est un rendez-vous au cours duquel il vient personnellement, il échange avec le monde agricole, il vient motiver ceux-là grâce à qui nous trouvons à manger, grâce à qui aussi l'économie togolaise, sur qui l'économie togolaise compte pour l'industrialisation, notamment la transformation des produits agricoles. Et donc, je crois que les travaux ont débuté avec le ministre de l'Agriculture. Alors que le chef de l'État arrive hier pour la clôture et il a tuté depuis hier et aujourd'hui. Et il s'estime heureux déjà du fait de l'accueil qui lui a été réservé. Et surtout des travaux donc, qui permettent, selon le chef de l'État, de pouvoir atteindre les deux objectifs principaux que sont l'autosuffisance alimentaire et ce que je disais tantôt, apporter un plus à l'économie à travers la transformation. Et je crois que ça a été une occasion, comme vous l'avez dit, de revenir sur les grands sujets. Vous savez qu'il y a un problème de maîtrise d'eau pour l'agriculture togolaise. Il faut pouvoir permettre aux producteurs de travailler toute l'année sans attendre forcément à la pluie. Les aléas de la pluie, il y a des problèmes d'engrais aussi. Vous savez, un certain nombre de problèmes. Je pense que ça a été l'occasion pour ces agriculteurs-là d'échanger sur ce qui a été fait, sur ce qui a bien marché et sur leurs attentes. Et quand vous écoutez certains de ces agriculteurs, ils s'estiment en tout cas heureux d'avoir cette tribune-là, au cours de laquelle ils échangent avec les autorités, au cours de laquelle aussi on montre un peu l'étendue, la richesse de la production agricole, parce qu'habituellement il y a toujours une petite foire à côté où les producteurs viennent exposer ce qu'ils sont. Et donc je pense que c'est encore une fois un succès, même si tous les problèmes ne sont pas réglés, même s'il y a encore des attentes réelles. Le mot d'ordre est passé, et les agriculteurs savent désormais à quoi s'en tenir. Un partenaire de l'État compte sur eux pour alimenter les industries de transformation qui sont en train de se mettre ça et là. C'est à Dakar en particulièrement, je crois que cette rencontre a une autre saveur du fait de la situation sécuritaire qui prévaut là-bas. La présence du chef de l'État là, je crois que est rassurant pour la population. Et bien avant son arrivée, le ministre a eu à échanger avec les agriculteurs sur la sécurité, surtout dans la zone. Vous savez que depuis que les djihadistes occupent le terrain du territoire, certains agriculteurs fuient. Donc ça reste c'est un risque pour l'agriculture. Et il faut relancer ça. Ce ministère avait déjà prévu ça comme risque, cette série sécuritaire-là, pour faire baisser la production. Et il a rassuré que l'État mettra tout en œuvre pour protéger cette terre-là et permettre aux agriculteurs de travailler. Cher Kirmer, pour un forum national des producteurs agricoles du Togo, il y a un ministre en charge du département, mais le chef de l'État en personne a dû se déplacer aussi bien à l'ouverture qu'à la clôture de la séance. Cela voudrait dire bien de choses. Ouais, quand ça se passe comme cela, ça veut dire que du haut sommet de l'État, on prend le problème au sérieux. Dans le problème lié à l'agriculture ou le domaine agricole est pris au sérieux par les plus hautes autorités du pays. Mais moi, je ne voudrais pas parler beaucoup à ce niveau-là, parce que moi, je me dis que le problème devra normalement être simple. J'ai un ami qui va régulièrement en Chine. C'est un ami d'enfance. Donc, lui, il a quitté un peu vite les bancs. Donc, il est un peu dans les affaires, quoi. Ouais. Donc, il va régulièrement en Chine. Il va aussi régulièrement aux États-Unis. Et il a l'habitude de me dire que la nourriture est tellement moins chère aux États-Unis qu'au Togo. Que la nourriture est tellement moins chère en Chine qu'au Togo. Je lui demande pourquoi. Il dit, mais aux États-Unis,
on met beaucoup d'argent dans l'agriculture, donc on consacre assez de moyens à l'agriculture, donc l'agriculture est tellement développée que la nourriture, ça se déverse par terre, comme ça, quoi. Donc on a moins faim. Mais ici, quel est le problème? Bon, quand il s'agit d'organiser des forages, je me dis... Pardon. Normalement, on ne devait pas réfléchir sur beaucoup d'aspects. Je pense que j'aimerais toucher deux, trois aspects. La maîtrise de l'eau, l'engrais, et moi j'ajoute les espaces cultivables. Les espaces cultivables, on en a assez, mais on les exploite pas assez. À bon escient. À bon escient. Donc, les espaces, on en a beaucoup, 60% de terre fertile, reste encore qu'on n'exploite pas encore. Est-ce qu'à ce forum-là, et au niveau du chef de l'État et de toute son équipe, est-ce qu'on réfléchit à comment mettre en valeur tous ces espaces-là? Parce que si on ne met pas en valeur tous ces espaces, on va tenir ces forages, ces rencontres, mais on va toujours avoir faim. Parce que l'objectif, c'est que l'agriculture arrive à nourrir tous les Togolais. Au moins, si on a le minimum, si tout le monde mange à sa faim, au moins, on va penser aux autres aspects de la vie. C'est-à-dire, le minimum, moi, je voudrais que le chef de l'État, comme il prend le problème à bras le corps, alors qu'il réfléchisse à comment exploiter, mettre en valeur ces 60% de terre fertile qu'on ne met pas en œuvre. Quand on parle d'engrais, tout ça, je pense qu'il y a des efforts déjà qui se font. Quand on parle on parle aussi de la maîtrise de l'eau. Il faut tout faire pour que, à tous les niveaux où l'agriculture est pratiquée, qu'on n'ait pas de problème d'eau. Mais il y a des techniques pas possibles aujourd'hui qui sont mises en œuvre dans presque tous les pays du monde. Si on peut inventer ces techniques-là ici, si on peut mettre assez de moyens dans ces techniques pour que là où on pratique l'agriculture, c'est-à-dire le cultivateur ou le producteur qui va au champ, le producteur qui va au champ, qui fait la semence, au moins que lorsque ces techniques seront mises en œuvre, à la fin, que les récoltes soient abondantes. C'est-à-dire qu'on n'ait pas moins de récoltes parce qu'on m'a dit qu'on n'a pas eu assez d'eau ou que peut-être parce que des criquets sont passés par là. Donc je pense que le problème est simple. Il faut juste qu'on réfléchisse à comment les résoudre. Je reprends au niveau des espaces, qu'on mette en valeur tous ces espaces. Les engrais, on fait déjà des efforts, mais qu'on multiplie ces efforts. Et au niveau de la maîtrise de l'eau, moi je pense qu'on peut trouver des techniques pas possibles pour qu'on n'ait plus de problème. Parce qu'il faut qu'on sorte de l'agriculture rudimentaire pour aller à une agriculture beaucoup plus technologique. Moderne, technologique aujourd'hui. Voilà. Et nous espérons, je pense que tout cela aurait été sur la table de discussion et que dans les jours à venir ou années à venir, on sentira effectivement un changement d'attitude. Si vous permettez aussi, vous savez, vous savez, avec mon centre de recherche de géopolitique, je sillonne un peu les localités ces temps-ci. Vous remarquez que les zones rurales, c'est toujours d'actualité. Il y a beaucoup de jeunes qui quittent les villages, les localités pour les villes. Et les terres sont restées comme ça. Qu'est-ce que l'État fait? Qu'est-ce que l'État fait pour intéresser l'agriculture ou pour amener les jeunes à s'intéresser à l'agriculture? Il faut qu'il y ait un travail à ce niveau-là. Il faut des séances de sensibilisation. Parce que moi, je le fais. Quand je vais à des rencontres dans les localités, quand je fais des rencontres, je fais des sensibilisations, moi, je sensibilise les jeunes à s'intéresser à l'agriculture. Parce qu'il y a des jeunes qui quittent les villages. Moi, je vous donne un exemple. Je suis allé faire une sensibilisation dans le Vaud 4 à Koumape où on me dit qu'il y a beaucoup de jeunes dans ce village qui sont partis en ville, qui sont devenus Z-man et qui n'arrivent même pas à se trouver au port transportant et au grand marché. Et au grand marché, même ça c'est mieux. Il y a d'autres même qui dorment à la plage. Qui dorment régulièrement parce qu'ils n'ont pas de toit. Et ils se cela avec l'eau de la mer, ils n'ont pas de toit et difficilement ils se trouvent à manger. Alors qu'il y a du boulot au village. Donc moi je voudrais que l'État commence par travailler à ce niveau-là. Parce que si on ne fait pas ça là, on aura assez de terre, mais on n'aura pas de main d'œuvre alors que les mains d'œuvre sont dans la capitale. Est-ce que ça c'est forcément la faute de l'État? On le dira. Mais vous allez répondre en même temps à cette question. Il a empiété un peu sur la question que j'attendais à vous poser. Alors on dira là qu'il y a un paradoxe, un contraste lié à ce secteur. On constate avec plaisir que les plus hautes autorités du pays s'intéressent à ce secteur et se battent chaque jour, nuit et nuit, nuit et jour pour son développement. Mais l'autre constat, c'est que les gens, et surtout les jeunes, comme l'a relevé Firmin, au bras valide, les jeunes au bras valide, s'en intéressent peu ou pas du tout
surtout ces dernières années, on constate effectivement que les gens ne s'adonnent pas tellement à l'agriculture. Même ceux qui pratiquent l'agriculture ne la font pas comme cela se devait. Oui, non, je crois que c'est vraiment le vrai débat, parce qu'il y a des financements qui sont là, l'État fait des efforts, il y a plein de mécanismes pour promouvoir l'agriculture, mais la main-d'œuvre n'est pas au rendez-vous. Plusieurs jeunes, comme vous l'avez dit, quittent les zones rurales pour venir en ville, pour des emplois précaires, pour être agent de sécurité, pour être conducteur de taxi-moto, faire du ménage, du nettoyage, faire un certain nombre de tâches. Alors que dans les zones rurales, il y a énormément de boulot. Donc, quand vous voyez, c'est ce que je disais à l'entame, quand aujourd'hui on parle des producteurs agricoles, on parle plus des paysans. Oui. Ce qu'il faut comprendre que l'agriculture est en train d'être professionnalisée. C'est une entreprise et il y a énormément d'argent dedans. Et ceux qui aujourd'hui sont dedans, ils ne regrettent pas. Malheureusement, les jeunes sont attirés par la ville. Ils sont attirés par tout ce qu'il y a comme délices en ville. Parce que justement, parfois, nous, quand on retourne au village, on a tendance à leur miroiter comme si on avait réussi en ville, alors que ce n'est pas le cas. C'est assez difficile. Et du coup, aujourd'hui, il n'y a que les femmes et les vieilles personnes qui cultivent, surtout les femmes. C'est vrai. Voulez-vous qu'on développe un secteur où je ne sous-estime pas les femmes, mais je pense que pour un travail aussi dur, c'est vrai qu'on va aussi vers la mécanisation progressivement, mais les hommes feraient mieux l'affaire que les femmes. Mais non, aujourd'hui, ce sont les femmes pratiquement qui cultivent pour que nous mangeons, et ce n'est pas propre au Togo, c'est propre à une grande partie des pays africains. Donc il faut que ça change. Il faut qu'on tienne un autre discours à ces jeunes-là, d'être agent de sécurité à 35 000 francs quelque part en ville. Mais vous pouvez gagner 2-3 000 francs par an, pourquoi pas. Ce qui fait plus de 200 000 francs par mois. Presque c'est le salaire d'un cadre gagner en ville en tant que donc il faut. Hier, moi j'ai écouté une fois à la télévision un vieux qui était très désespéré et qu'on a interviewé justement sur la TVT, qui avait fait une production énorme. Et il disait à la fin de l'interview que son regret, c'est qu'aucun de ses enfants ne veut s'adonner à l'agriculture. Vous voyez votre papa qui fait des recettes de 5, 6, 7 millions par an. Et vous venez en ville pour gagner combien? Ça dit que ce monsieur est pratiquement à 600, 700 000 le mois. Et vous le jeune, le salaire d'un universitaire. Vous allez en ville pour gagner 35 ou 40 000. Et ce n'est pas la faute de l'État, mais l'État peut chercher des moyens pour motiver, mais c'est la faute de la société. C'est d'abord nous les parents, c'est d'abord nous les citadins qui faisons croire aux villageois des choses qui n'existent pas en ville. Quand nous rentrons au village, on s'endette un peu, on s'habille bien, on fait le show, on a l'impression qu'on a réussi en ville. Et certains villages se sous-estiment quand ils nous voient, ils pensent qu'il faut aussi partir en ville. Bon, c'est vrai, la ville est... L'Eldorado. Il y a des atouts. Au pays de l'Eldorado. Aujourd'hui, dans nos pays, l'économie tend à se reposer sur l'agriculture. C'est vrai. Et il faudrait qu'elle puisse absorber cette main-d'œuvre-là. Il faudrait que les jeunes comprennent que l'agriculture... D'être enseignants, qu'au lieu d'être fonctionnaires dans l'administration, qu'au lieu d'être employés dans le privé, de gagner 40, 60, 80 000, on peut gagner beaucoup plus que ça en allant au champ de façon saisonnière pour le moment, dès qu'on aura la maîtrise de l'eau peut-être de façon permanente, et gagner beaucoup plus d'argent. C'est un métier qui est rentable, mais qui n'est pas attrayant pour certains jeunes qui pensent qu'ils ne doivent pas se salir, ils doivent plutôt bien s'habiller. Je voudrais apporter un peu de l'eau à votre moulin avant que vous ne poursuiviez peut-être. Ils ont abandonné le terrain et c'est maintenant les fonctionnaires qui sont les plus grands agriculteurs aussi. Nous avons nos collègues enseignants qui sont à l'intérieur. Des gens ont des stocks de 50 sacs de maïs
50 sacs de soja, imaginez. Oui, mais j'ai un ami, un collègue, un camarade de classe que j'ai visité lors d'un voyage dans un petit village vers Sotoubois. On rentre à l'intérieur dans un petit village, on le rencontre tout de suite, il nous fait préparer du poulet, il nous fait un bon et tout ça. Et il nous dit ça c'est son élevage, il nous parle de son champ. Et il nous dit, pour rien au monde, lui il accepterait qu'on l'affecte de cette zone. Il a fait le mai, il a fait ses études à l'université, il a tout dit, mais là où il est, ce qu'il gagne, c'est largement au-dessus de son salaire d'enseignant. Et il était visiblement heureux. On s'étonnait, on dit, mais c'est notre ami là qui est en ville, qui s'est adapté comme ça. Et donc, je crois que les gens comprennent qu'il y a de l'argent dans la terre, c'est une opportunité réelle, mais une grande majorité continue par croire qu'il faut aller en ville se retrouver, aller vivre dans des conditions très difficiles. Et même dans les villages, vous verrez que même ceux qui ne partent pas, quand ils sont là, peut-être c'est pas la terre, ils font 6 millions, ils font un certain nombre de choses. Et il faut qu'on y aille. Peut-être qu'il n'y a pas cette communication autour de la rentabilité, mais je pense que les jeunes se trompent parce que c'est propre aussi à l'Africain, on aime être bien habillé. C'est le système dans lequel nous sommes aussi, pas le système étatique, mais nous sommes l'artisanat. Les gens ne veulent pas prendre des métiers. C'est vrai. La plupart des intellectuels qui sont dans le bureau, c'est vrai. Vous n'avez pas menti. Le mécanicien à côté, le tapissier à côté, le soudeur, ils gagnent. Vous n'avez pas menti. Tous ceux avec qui ils ont fait l'école et qui ont eu le bac, qui ont continué, qui travaillent aujourd'hui. Mais on continue par sous-estimer ces métiers. Et pire encore, ce qui est grave, c'est que ceux-là même qui gagnent cet argent poussent leurs enfants à continuer à aller à l'école. Et certains n'ont pas le courage de se dire, peut-être se dire, je ne suis pas allé loin à l'école, il faut que mon enfant aille loin à l'école. C'est vrai. Mais quand vous gagnez énormément dans un domaine, c'est mieux d'encourager aussi les enfants à s'orienter par là. À faire la même chose. Du moins après le BPC. Pour succéder ou pour réussir dans la vie. Donc il faut que les mentalités évoluent. Moi je pense pas que c'est seulement au niveau de l'État, c'est dans nos familles. La faute est aux intellectuels qui continuent pas à faire croire aux jeunes qu'il faut étudier. Et ils se trompent, les intellectuels. Je discute avec des professeurs d'université qui nous disent, mais on prend un professeur d'université, un artisan, un commerçant. Il y a pas... Les artisans sont plus riches. Mais pourquoi on doit toujours encourager les jeunes à aller à l'école? L'école, c'est une bonne chose. C'est important, mais... Si on travaille dans un bureau, on va se mettre en veste, en cravate, comme nous ici dans la presse, on se met aussi généralement, en plus c'est chaud. Mais on pourrait aussi retourner à la terre. Pourquoi pas? Rien ne nous attache au journalisme si on se dit que ça ne marche pas là. Nous sommes dedans et nous véhiculons ce genre d'idées. Nous, peut-être, on est un peu vérifié, on est déjà dedans. Les jeunes aujourd'hui, je pense qu'il faut sincèrement leur expliquer qu'il y a des opportunités réelles dans l'agriculture notamment, dans l'artisanat et dans un certain nombre de domaines. Pour le plus regrettable, c'est de constater également que les cultures vivrières comme le mil, le sorgho, le maïs, le haricot, le manioc, pour ne citer que ceux-là, sont en nette disparition dans notre pays. Cela ne devrait pas. Ça ne devrait pas être le cas parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des espaces. Des espaces. Le problème, moi je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une politique agricole pour le Togo? Est-ce qu'il y a une politique? Je pense que si on a une politique où on fait, comme on le dit, les états généraux. Moi, je pense, je ne vous arrête pas, mais je pense qu'il y a une réelle politique. D'abord, les initiatives. Vous savez, l'État a créé des IFAD, des IPAD, il y avait des ICAT, c'est une politique. Et ajouter à cela le forum qui vient d'avoir lieu. Et avant ce forum, dans les années avant Covid, il y avait des assises. C'est à Dapon là-bas, il y avait eu... il y a plusieurs voilà. On peut alors se dire...
où se pose le problème en réalité. C'est ça le problème, où se pose le problème. Où se pose... On travaille la terre, c'est tout le problème. Après, c'est vrai qu'on parle de l'eau, on parle de la mécanisation, on parle des engrais, mais c'est des problèmes. Quand vous traversez, vous prenez la nationale numéro 5, vous allez vers Palimé, vous allez traverser beaucoup d'espace. Beaucoup d'espace. Après, on se plaint. On se plaint. Ils achètent nos terres, ils font l'agriculture. Mais si nous ne cultivons pas, ils viennent cultiver, ils vont acheter les terres cultivées. Et puis on se plaint aussi que le maïs est cher, le maïs n'est... Un autre problème, il y a aussi un autre problème qu'il faut évoquer, c'est que ces jeunes peuvent se donner raison en disant qu'ils ne trouvent pas de terre aujourd'hui, parce que les terres sont achetées. Non, par... je ne pense pas. Suivez mon regard, vous n'allez pas... Oui, il y a ça aussi. Il y a ça. Il y a ça aussi, les gens peuvent se plaindre, mais on ne peut pas se dire jusqu'à une perte absolue. Ça ne peut pas exister. Mais ce qu'on sait, c'est que quand tu cherches à avoir des terres aujourd'hui et tu as un peu de moyens, tu peux en trouver facilement. Ça, il y en a. C'est une question de moyens. Qu'est-ce qui explique le fait? Même ceux qui sont en ville, qui veulent investir dans l'agriculture, qui ont des terres, ne trouvent même pas des employés pour travailler. Il y a ça aussi, voilà. Donc c'est qu'il y a un désintérêt de la jeunesse. Par rapport à l'agriculture. Les gens veulent plus être en ville et faire les activités, exercer les activités qui existent en ville, qui ne sont pas forcément généreuses. Donc après, vous verrez, les femmes sont vraiment saluées. Les femmes togolaises font un travail remarquable dans les champs. Mais ça, on ne le dit pas assez. Il y a quelques si, quand on dit nous sommes une population à plus de 40% à l'école et tout ça, mais ces chiffres aujourd'hui, moi je ne pense pas que c'est réel, parce que les gens quittent ces zones rurales-là et viennent se concentrer en ville, viennent alourdir déjà les difficultés qu'ils ont en ville, qu'ils vivent, et donc il faut qu'on travaille cela. Je pense qu'il faut que peut-être une génération de Togolais commence par tenir le langage de vérité, et peut-être c'est par l'ignorance que les jeunes viennent en ville, mais beaucoup sont persuadés de trouver un bonheur en ville qui n'est pas réel. Et après, dans les villages, on laisse ces terres-là. Il y a des programmes, l'État a mis des milliards dans l'agriculture, on a aménagé même des zones pour que... Oui, mais je me pose une question. Quelle agriculture pour sortir les Togolais de la misère? Bon, en fait, il n'y aura pas d'agriculture pour sortir les Togolais de la misère. Moi, je crois qu'on se prend en question, croyant que quand il y aura un succès au niveau de l'agriculture, les gens vont manger à leur faim gratuitement. Non. Mais les agriculteurs deviennent des entrepreneurs, donc des commerçants. Ils sont obligés de vendre et de vivre de leur production. Ils vont pas... Donc on va vendre un peu moins cher. Ça, voilà. Pour que les produits soient accessibles. En fait, même vendre moins cher, aujourd'hui où les autres produits grimpent, moi je ne vois pas l'utilité. Pourquoi on devrait vendre le bol de maïs à 400 francs quand on est prêt à acheter le riz? Le bol de riz à 2500. Voilà, et d'acheter du spaghetti plus cher, de torsio qui est importé plus cher. Donc, nous causons du tort à nos producteurs en voulant acheter leurs produits très moins cher et en acceptant acheter cher les produits importés. Puisque nous nous nourrissons de tous ces produits. Mais est-ce que ce n'est pas ça qui pousse nos paysans, je le disais tantôt, à s'adonner plus en fait, aux cultures de rente au détriment des cultures de ça. Et l'État l'oblige à vendre moins cher. Il ne gagne pas, il met des efforts, mais l'État dit je veux nourrir ma population, il faut vendre moins cher. Ok, l'agriculteur s'exécute. Mais après les gens sont obligés de virer vers le soja qui s'exporte, vers les ananas, vers un certain nombre de produits que les Togolais ne consomment pas forcément directement. Ils exportent pour faire de l'argent, mais puisqu'ils sont des commerçants, pourquoi devraient-ils faire le monde nos Togolais et ne rien gagner? Et que même Togolais acceptent d'acheter des autres produits chers. Ici, nous refusons la vie chère, je dis bon, spaghetti c'est cher, je ne mange plus. C'est une bonne chose, parce que le spaghetti n'est pas fabriqué par les Togolais. Mais nous acceptons, nous le mangeons. Donc nous donnons l'argent à l'Italien ou à Chinois qui a fait le mais le maïs, on se dit non, il est fort Togo, on doit l'acheter moins cher. Mais on l'achète moins cher au détriment du paysan
qui a galéré pour produire un bol que nous voulons acheter à 400 à 500, alors que si ce bol venait de Chine, on l'achèterait peut-être à 2 ou 3 000 sans plaindre. Donc nous arrivons à cette situation. Lorsqu'il faut comprendre la situation des paysans, justement aujourd'hui on les appelle plus les paysans. C'est des producteurs agricoles. C'est des entrepreneurs, c'est des commerçants, ils travaillent pour vivre de ça. Plus tard on les appellera les professionnels de l'agriculture. Pourquoi pas? Mais c'est des entrepreneurs. D'accord. C'est comme vous êtes dans la presse, vous n'avez pas d'entreprise de presse. Donc on va vers la professionnalisation, on va vers la rentabilité. D'accord. On ne peut pas reprocher aux paysans togolais d'espérer gagner. En tout cas, nous saluons tout à fait. C'est quand même de contrôler ce prix-là. Nous encourageons, nous saluons les efforts de l'État dans ce domaine et vraiment encourageons les jeunes surtout à s'adonner à ce secteur et à vraiment initier des projets dans ce sens. C'est vrai, l'école, oui, mais l'école n'a pas pour aboutissement que d'être un fonctionnaire ou un bureaucrate. L'école peut nous aider aussi à savoir mieux gérer notre agriculture. Nous allons au deuxième chapitre. L'affaire des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali appartient désormais et depuis le vendredi surpassé à l'histoire. Ils ont bénéficié d'une grâce présidentielle Assimi Goïta, grâce à la médiation du président Faure Essozina Gnassingbé. En tout cas, c'est ce que l'on apprend des journaux dont je vous présente les commentaires en live. Les 46 militaires ivoiriens libérés, lit-on à la une du journal Togo Réveil, selon qui c'est le résultat d'une médiation réussie que Abidjan et Bamako ont chaleureusement salué. Chronique de la semaine va plus loin et dit que c'est toute l'Afrique qui a ovationné la diplomatie du président Faure Essozina Gnassingbé. Faure ou un leadership diplomatique gagnant-gagnant. Renchéri écho du pays selon qui c'est un leadership qui réaffirme la position du pays, du Togo donc, comme pays ambassadeur de paix. Résolution de la crise ivoirienne, la perspicace diplomatie de Faure Gnassingbé saluée. Je voudrais saluer mon frère, le président Faure Gnassingbé, qui s'est totalement dévoué pour faire en sorte que nos soldats reviennent à la maison. C'est le retentissant merci de Alassane Ouattara, président en exercice de la Côte d'Ivoire, relayé par l'évêque de la nation. Selon Méga Info, cette action de grâce a effectivement eu lieu grâce à Faure Gnassingbé qui exploite toujours sa discrétion et son humilité pour résoudre de gros problèmes. Idem dans Libération qui parle d'une médiation à l'échelle continentale et d'une diplomatie togolaise qui marque des pas loin. Libération de 49 militaires ivoiriens. Faure Gnassingbé a réussi là où la CEDEAO, l'Union européenne et l'Union africaine et même l'OTAN ont lamentablement échoué. Enfin, les organisations de la société civile saluent elles aussi cette prouesse réalisée par le chef de l'État togolais et lui demandent de faire autant et demande à Faure de faire autant en libérant les prisonniers politiques de son propre pays. Voilà la revue. À présent, l'homélie. Germain, votre journal fait partie de ceux qui se sont intéressés à ce sujet. Vous avez écrit médiateur aussi de Faure Gnassingbé. Les 46 militaires ivoiriens libérés. Abidjan et Bamako saluent la persévérance du médiateur.
Alors, comment trouvez-vous ce geste? Foye Singbe aurait-il vraiment été le vrai artisan de cette grâce, ou bien c'est une simple coïncidence? Non, je crois que c'est la dépêche a totalement planté le décor, même si le doyen a un peu exagéré en disant là où l'ONU, la CEDEAO, l'OTAN ont échoué, Foye Singbe a réussi. C'est plus ou moins ça, hein. Parce qu'on a vu tout ce que la CEDEAO a pris comme batterie avec cet ultimatum du 1er janvier au plus tard, mais après la communauté ouest-africaine a compris qu'il fallait laisser le médiateur choisi par le Mali lui-même continuer ce travail, et donc c'est un succès du président Faure, succès personnel, succès pour le pays, mais en même temps cette efficacité, comme l'ont relevé certains aussi, vient de son humilité, de sa discrétion, et surtout des premières positions du président au début de cette crise malienne. On sait que c'est d'ailleurs grâce à lui que les sanctions économiques ont été levées aussi, en tentant aujourd'hui l'enchère avec notre succès qui mettait en péril les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali. On ne peut que s'en réjouir, et pour le Togo c'est une très bonne chose. C'est une visibilité incroyable. Vous savez aujourd'hui la tendance en Afrique, elle est un peu pro-malienne, et quand Foye Singbe réussit beaucoup comme ça, qui ramène la paix entre des pays par-delà dans notre sous-région, donc c'est l'Afrique qui gagne aussi, comme ont su relever certains des confrères. C'était une mission difficile. Le chef de l'État était persévérant, malgré les intrusions parfois imprudentes et hasardeuses de la CEDEAO, de certains de ses responsables de l'Union africaine. Il a pris sa patience, et malgré aussi les réticences, on l'a vu en septembre dernier, déjà au sommet de l'ONU. Les autorités maliennes avaient affiché clairement leur ton dur sur cette question, en s'attaquant même au sommet de l'ONU, les autres pays, la France, le Niger, la Côte d'Ivoire et tous ces pays-là. Donc face à cette position dure, là, il fallait quand même une diplomatie de la trempe de celle du Togo pour pouvoir amener les autorités maliennes à revoir leur copie pour l'intérêt des deux pays, pas seulement des Ivoiriens, mais également des Maliens, parce que ces relations-là entre les sommets des deux États ont beaucoup affecté les relations multiformes, qu'elles sont sociales et économiques, entre les communautés ivoiriennes et maliennes. D'accord. Les Ivoiriens qui vivent au Mali, qui travaillent, les Maliens qui vivent et travaillent au Burkina, ça a été très très difficile. Et aujourd'hui, grâce au président Foye Singbe, qui finalement a eu la confiance de la CEDEAO, a pu décanter cette situation dans les meilleurs délais, parce que le 1er janvier a été dépassé, mais ils ont tenu dans le délai avec une semaine d'intervalle. D'accord. Pour moi, comme musulman, je voudrais bien vous entendre là-dessus. Le journal La Dépêche l'a relevé. Faure a réussi là où la CEDEAO, l'Union européenne et l'Union africaine et même l'OTAN ont échoué. Un titre qui m'a assez plu. Nous pouvons nous en réjouir en tant que Togolais. Oui, ça c'est vrai, c'est le nom du Togo, hein, quoi qu'on puisse dire. Moi, ça me fait particulièrement plaisir parce que, vous savez, si j'ai créé aujourd'hui un centre de recherche de géopolitique, c'est pour ça, pour faire rayonner l'image du Togo à l'international. Je pense qu'il y a demain, Singbe et son fils sont dans cette politique-là aussi. Quelqu'un m'a dit, c'était un opposant, on était encore plus jeunes, et puis il me disait, quoi qu'on puisse reprocher à Yadema, de son vivant, il travaille toujours à ce que le Togo ait une bonne image à l'extérieur. Et je pense que le fils aussi est dans cette dynamique. Ça, c'est une fierté.
Oui, c'est parce que quand vous suivez RFI, quand vous suivez les chaînes ivoiriennes internationales, pas du Togo, c'est une fierté. Ça, c'est une fierté. Moi, je dis bravo au président de la République, bravo, parce que c'est le Togo qui a gagné. C'est le Togo qui a gagné. À l'avenir, on va beaucoup plus inviter Faure Gnassingbé dans plusieurs crises pour aller résoudre, ou pour aller faire la médiation, comme du temps de son père aussi, le général est sur tous les sujets relatifs à quelque crise que ce soit sur le continent. Le président Yadema était toujours sollicité. Et donc à l'avenir, avec ce coup réussi par Faure Gnassingbé, le Togo sera encore beaucoup plus sollicité. Faure Gnassingbé sera beaucoup plus sollicité. Donc moi, ce que je voudrais relever, c'est deux choses. Première chose, c'est Faure Gnassingbé a sauvé Assimi Goïta. Moi je dis, ça va heurter les gens, mais Faure Gnassingbé a sauvé Assimi Goïta. Parce que Assimi Goïta, il fonçait tout droit dans le mur. Faure Gnassingbé lui a dit, expliquer ce qu'on appelle la diplomatie. Monsieur, ça se passe pas comme ça. Faure Gnassingbé l'a sauvé, lui a dit comment ça se passe, le monde diplomatique. Sinon, s'il continuait comme ça, c'est-à-dire, du jour au lendemain, il allait disparaître. Il a dit, la diplomatie, ça ne se passe pas comme ça. Vous savez, ceux-là qui n'ont pas trop de soucis au pouvoir, ils sont ceux-là qui maîtrisent mieux la diplomatie. La diplomatie, c'est comme ça. On a besoin de l'autre. Parce que c'est des intérêts de gros s'entremettent tellement que tu ne peux pas dire à l'autre, je n'ai pas besoin de toi. Et demain, il a fait 38 ans au pouvoir. C'est parce qu'il maîtrisait la diplomatie. Les Sylvanus Olympiques, aussi intelligents fut-il, ils ne maîtrisaient pas la diplomatie. Il croit que quand tu prends ton pays comme ça, tu es le seul maître à bord, tu décides de ce que tu dois faire. Non, il faut décider là. Mais avant de prendre quelques décisions que ce soit, il doit tenir compte des intérêts des autres pays aussi. Parce qu'il y a plusieurs intérêts qui s'entremêlent. Mais il faut regarder même, Bongo était là. Et c'était quelqu'un qui comprenait la diplomatie. Et je me rappelle même que c'était lui qui avait essayé de résoudre la crise de la Centrafrique où le président Félix Patassé avait quitté Bangui pour venir rester ici. Donc, lui aussi a duré au pouvoir. Bon, celui-là que tout le monde crie, celui-là qui a fait la CPI, l'Ivoirien Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a quitté le pouvoir parce qu'il ne maîtrisait pas la diplomatie. La diplomatie, si vous restez au pouvoir, il faut maîtriser la diplomatie. Sinon, on te saute. Elle a dit ces histoires de panafricanisme ne veut pas de la France, ne veut pas. Ça ne veut rien dire. On ne va nulle part avec ça. Je heurte les gens, mais on ne va nulle part avec ça. Regardez, par exemple, Thomas Sankara, oui, il était tellement admiré, adulé, tout ça là. Mais ce mort a apporté quoi aux Africains? Rien. Donc la meilleure des choses, c'est de savoir négocier. Et Faure Gnassingbé est un fait négociateur. Il a démontré. Au départ, les gens ne croyaient pas. Quand tout le monde voulait sanctionner le Mali, il dit non, on va aller pas à pas. Il essaie de déplacer lui-même pour aller chez Ouattara pour lui dire, mais monsieur, si on continue comme ça ne peut pas marcher. La meilleure des choses, c'est d'imposer un dialogue. Discutons avec les autres. Discutons avec la Guinée. Discutons avec le Burkina Faso. Discutons avec le Mali. Et ça va aller. Et Alassane Ouattara l'a écouté. Et dans cette histoire de 46 militaires ou de 49, 46, mais il a dit on va discuter. Et finalement, ça a marché. Ça veut dire il maîtrise la diplomatie. Tous les jeunes qui disent non, on ne peut pas négocier. C'est-à-dire vous ne pouvez pas vivre, pour le moment aujourd'hui, vous ne pouvez pas vivre sans les autres. Oui. Vous ne pouvez pas vivre sans la communauté internationale. Vous ne pouvez pas vivre sans la France. Faure Gnassingbé, je ne dirais pas qu'il est trop francophile, mais il n'est pas trop francophile, mais il sait négocier. Et il y a ce discours de Faure Gnassingbé 2018 que je rappelle toujours. Il dit nous avons essayé certains partenariats de par le passé, des partenariats classiques. Mais il est temps aujourd'hui d'essayer d'autres partenariats. Il ne peut pas dire non à la France, non aux États-Unis, on va vers la Chine, on va vers la Russie. Il sait qu'on a besoin de tout le monde. Il a besoin de la Russie, il a besoin de la Turquie, il a besoin de la France, il a besoin des États-Unis. Tout comme ces autres États aussi ont besoin de nous. Germain, il y a un journal qui a relevé le point de vue des organisations de la société civile qui salue l'exploit de Faure Gnassingbé, mais qui demande qu'il peut faire autant pour les prisonniers politiques togolais. Je ne sais pas s'il y a un rapport. Bon, je crois qu'ils voient un rapport, les autres ne voient pas de rapport entre les deux questions. Même certains sont allés plus loin, dire si Faure Gnassingbé peut intervenir au Bénin pour qu'on libère Mandougou. Donc maintenant, le rôle du président, c'est pas d'aller faire libérer les gens dans tous les pays, de libérer les gens ici, mais ici, là, il a un droit ici qui est le droit de grâce présidentielle dont il peut user, sauf que ces organisations qui demandent la libération de ces prisonniers le font très mal.
Je ne pense même pas qu'elle veut réellement qu'on libère ces gens-là. Quand vous voulez qu'on libère quelqu'un, ce n'est pas de cette manière que vous demandez. Ouais. Vous demandez d'une manière qu'on ne puisse pas vous accorder ça. C'est comme si vous attaquez, vous insultez la personne à laquelle vous demandez une Ou famille. bien vous forcez la personne. Hein? Oui, même c'est même pas forcé. C'est comme dire, ah ben, vous avez libéré les Ivoiriens, c'est bon. Maintenant, libérez les Togolais. Non, je crois que cette façon de faire ne rend pas service à ceux qui malheureusement sont détenus en prison et pour lesquels certains pensent ou croient qu'ils négocient. C'est vrai que être en prison, c'est pas une bonne chose. Les personnes ne souhaitent vraiment y être. C'est vrai que moi je ne parle pas en termes de prisonniers politiques. Hein. Vous savez que la dernière fois, le chef de l'État a libéré des prisonniers par grâce présidentielle. Donc, et ça aussi, c'était à saluer. Ne pas mettre l'accent uniquement sur les prisonniers politiques. Sur tous ceux qui ne sont pas libres, si on peut accorder la grâce, c'est une bonne chose. Maintenant, sur les prisonniers politiques, je pense qu'il y a un cadre assez dédié au sein duquel on peut faire ce genre de requête. Il y a le cadre de concertation qui est créé par le pouvoir avec les acteurs politiques de l'opposition et ailleurs. Et donc, au sein de ce cadre-là, je pense que de façon responsable, on peut demander la grâce présidentielle pour ces prisonniers-là. Dans certains partis, on demande donc en prison, mais le faire de cette manière. De cette manière n'est pas orthodoxe. Ce n'est même pas la bonne formule et ça ne va pas porter ses fruits. Et ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Puis même que le président est dans cette tractation, les gens lui mettaient la pression. Je ne sais pas pour les étrangers. C'est vraiment pas la bonne formule. Et moi, j'invite ici, où je prierai, je pense que peut-être ils sont en train de le faire déjà, tous ces partis de l'opposition qui sont au sein de ce cadre-là, à négocier la libération de ces... Oui, Fulmer voudrait dire un mot là-dessus. Oui, juste un petit moment, je voudrais essayer de clarifier. Peut-être c'est un problème de terminologie. Il y a une différence entre la politique internationale et la politique interne. On peut libérer la currency militaire. Ça, c'est une politique internationale. Ça n'a rien à voir avec l'interne. Cela, pourquoi on les a mis à prison, peut-être c'est un délit de droit commun. C'est différent de ce qui se passe au Mali ou en Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est ça. Voilà. Vous parlez de currency militaire, mais regardez, Alassane Ouattara a toujours des prisonniers politiques en prison actuellement. Mais il les a toujours pas libérés. Mais il demande la libération de d'autres Ivoiriens qui sont détenus quelque part. Donc quand vous avez vos frères qui sont détenus à l'extérieur, mais ça dit vous vous évertuez à ce que ces frères-là soient libérés. C'est la politique internationale. Ça n'a rien à voir avec la politique interne. Maintenant à l'interne, ça ici de ce plateau, nous demandons humblement qu'on libère ceux-là qui méritent d'être libérés. Qu'on libère ceux-là qu'on a arrêtés dans cette histoire de manifestations politiques ou quoi, les Djimoré, tout ça là. Donc, on peut les libérer, que les plus hautes autorités de ce pays les libèrent ou leur accordent, ceux-là qui sont condamnés, qu'on leur accorde de la grâce présidentielle. Maintenant, l'autre petite chose, quand on parle de Ricky Madougou, tout ça, vous savez, ce que moi j'ai beaucoup plus apprécié des currency militaires, c'est que vous n'allez jamais entendre un militaire, durant leur séjour de détention, parler. Aucun n'a branché jusqu'à leur libération. Aucun. Mais quand vous êtes de Ricky Madougou, vous êtes toujours en prison et vous sortez des trucs pour dire. C'est d'abord ça énerve celui-là qui vous a fait arrêter. Ça énerve. Donc la meilleure des choses, c'est que qu'on fasse tout, comme Germain l'a dit, il y a des cadres appropriés à ce genre de situation. Oui, une dernière question que j'adresse à Germain. Cet exploit du Togo ne risque-t-il pas de lui attirer la jalousie et surtout de la haine de la part de certains pays et surtout des puissances occidentales? Moi, je me pose cette question. Non, je ne vois pas, mais la jalousie, oui, c'est normal que c'était une affaire très difficile. Vous savez, le patron de l'ONU, Antonio Guterres, depuis septembre, avait demandé la libération de ces 46. Là, ça n'a pas été fait. Le président de l'Union africaine s'est déplacé personnellement au Mali pour demander, et ça n'a pas été fait. Le médiateur de la CEDEAO, l'ancien président Jonathan, tout ça n'a pas été fait. Donc, quand là où plusieurs ont échoué, le Togo, le petit pays, parce que c'est un petit pays aussi, il faut le dire, en termes de territoire, en termes de population,
arrive donc à réussir. Ça fait des envieux. Mais maintenant, est-ce qu'on va détester? Non, je ne pense pas, parce que ça a été pour une cause internationale. Non, le Togo n'est pas concerné par cette affaire. Les Béninois ne sont pas directement concernés, mais la CEDEAO est fragilisée par cela. L'ONU même a reçu un coup aussi dans cette affaire, et donc si le chef de l'État réussit cela, c'est qu'il rend un service à plusieurs pays, à la communauté internationale, au-delà des deux pays concernés, qui avaient aussi besoin de cela. C'est vrai que j'écoutais tout à l'heure souvent dire qu'on a sauvé Goïta, c'est vrai, mais il a aussi sauvé Ouattara, parce que si Ouattara n'arrivait pas à faire libérer ses garanties militaires, là aussi sa politique prend donc sur le plan national. Donc ça a sauvé les deux présidents et les deux peuples. Et même la communauté, parce que ça empoisonnait la communauté ouest-africaine, encore la CEDEAO a tapé du poing sur la table. Et donc ce succès-là, certainement doit faire des envieux. Mais après, je crois qu'il vaut mieux applaudir et s'en inspirer. Et on pourrait peut-être dire, bon, certains, je vois certains panafricanistes sur les réseaux sociaux, ils font croire que la France, par exemple, ne serait pas trop apprécié, ou certains qui sont contre parce qu'ils pensent que Ouattara est un pion de la France. Et en maintenant ces soldats-là, c'est comment s'attaquer directement à la France, et qu'en les faisant libérer, c'est comme les anti-français ne seraient pas contents, on cherche dans tous les sens. Non, je ne pense pas. Je crois qu'unanimement, c'est une action qui a salué, surtout qu'on ne s'attendait pas à un dénouement aussi rapide. Parce que la position des autorités maliennes depuis septembre ne laissait pas entrevoir que 2 mois plus tard, début janvier, donc on pourrait quand même arriver 3 mois plus tard ou plus tard à ce résultat. Des envieux, ça c'est certain, parce qu'il y a eu des présidents qui, de par leur position à l'échelle internationale, je parlais tantôt du président de la contrainte du temps, nous allons passer à cet autre sujet. Le coup d'envoi des préparatifs des législatives, ou du moins des élections aussi bien régionales que législatives, a été donné avec la création des cellules préfectorales, si ma mémoire ne me trompe pas. Firmé, est-ce vraiment le démarrage des législatives avec la création de ces commissions électorales locales indépendantes? Et quand on voit sur le terrain, on a comme l'impression que dans les états majors des partis politiques, rien ne bouge. Non, est-ce que rien ne bouge? Moi, je pense que le discours de vœux du président de la République a été ferme. Là-dessus, ça veut dire qu'il y aura élection cette année. Il n'y a rien à faire. Et vous allez voir que certains partis commencent à parler. Il y a des gens qui disent nous allons participer aux élections, mais nous allons demander à ce qu'on améliore toujours le cadre. Et vous allez voir si certains qui organisent des manifestations, soit on peut dit par-ci, par-là, ainsi de suite, ça veut dire tout le monde sait qu'il y aura élection. Ceux-là qui avaient boycotté les précédents, ils vont faire des efforts énormissimes pour pouvoir participer à ces élections. Il y aura élection cette année, ça, il n'y a rien à faire. Germain, plutôt. Oui, il y aura élection. L'activité politique avait été sous éteignoir à cause de la pandémie et des restrictions. Donc, il y a eu des pays qui ont organisé malgré tout des élections. Pendant ce moment, le Togo a choisi que les choses s'améliorent un peu. En 2023, je crois que tous les partis savaient que ces régionales allaient suivre directement les locales. Mais ça traînait, donc 2023. Déjà, il y a un cadre dont on parlait, cadre de concertation, qui a déjà abordé ça lors d'une de ces réunions en décembre. Donc, on s'est dit que tous les partis ont l'information, sauf que les grands meetings n'avaient pas cours à cause des restrictions. Donc, dès que aujourd'hui, vous avez vu que plusieurs ont multiplié des meetings, ça va en profiter du 13 janvier également aussi pour se mettre en orbite. Donc, on avec cette affaire de Afandi, une histoire drôle ou un fait insolite, Afandi comme là, qui s'est rendu tristement célèbre à travers les réseaux sociaux. Le journal Miroir Info s'en est intéressé
et a raconté les faits à ses lecteurs. À la page 2, Ali, c'est un élève de terminale A4 au lycée Cara 1 qui a eu le topet de tourner une vidéo en plein cours, en pleine séance d'activité, en présence de l'enseignant qu'il a multiplié par 0. L'affaire a fait l'objet d'un conseil de discipline qui a accouché d'une sanction sévère mercredi dernier. Il est exclu de toutes les écoles de la région de la Cara et comme le malheur n'arrive jamais seul et dans l'élan de la solidarité, les autres directions régionales de l'éducation ont sorti leur note déclarant Afambi personne non grata dans leur école également. Quelle mouche aurait piqué le pauvre Afambi? Non, je pense que c'est ça en fait. Le problème de citoyenneté. Vous savez que moi j'ai un projet que notre centre a initié, Citoyenneté et Paix. Entre temps nous étions à Dapaon, nous étions en Cara aussi pour sensibiliser les jeunes élèves, étudiants sur les valeurs de citoyenneté, sur les valeurs de paix. Et nous avons remarqué que l'incivisme ça va grandissant, ça va grandissant. Donc on a besoin de parler aux jeunes. Si cela est arrivé à ce niveau, c'est parce que il urge qu'on parle aux jeunes. Donc je pense que si on parlait suffisamment aux jeunes, surtout avec les réseaux sociaux, avec la technologie avancée, il faut suffisamment parler aux jeunes. On a parlé de la citoyenneté, des valeurs de la citoyenneté. Bien sûr, il y aura des brebis galeuses, tout ça. Mais la plupart, peut-être, arriveront à intégrer ce que nous aurons à leur dire. Mais par rapport à la mesure, je me dis que c'est un peu sévère. C'est un peu sévère parce que j'aurais appris même que sa maman est décédée. Et sa mère... Non, et je pense que c'est un enfant qui est orphelin de mère. Son papa serait non-voyant, et tout ça. Donc, c'est un peu difficile. Donc, pourquoi ne pas le confier à un psychologue pour voir, peut-être qu'il a eu à traverser beaucoup de situations difficiles, pourquoi ne pas le confier à un psychologue? Si on l'exclut à Cara, pourquoi ne pas lui permettre de poursuivre ses études ailleurs? C'est là la possibilité. C'est la possibilité. C'est une mesure dissuasive, ce qu'on a pris comme mesure, mais je pense que c'est un peu plus sévère. C'est un peu sévère. Selon vous, Germain, n'est-ce pas l'une des conséquences des nouvelles mesures prises au sein des établissements qui suppriment toute sanction aux élèves et qui leur donnent une liberté, nos limites, faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent? Oui, bon, c'est vrai que les gens ont mis ça sur le dos des droits des enfants, apprenant qu'aujourd'hui les enseignants n'ont plus vraiment pouvoir sur les élèves. Pas le minimum, hein? Là, bon, ça c'est vrai, mais ce ne sont pas tous les élèves. Vous n'avez pas le droit de toucher aux cheveux d'un élève. Ça aussi, c'est des enseignants qui ont conduit à l'adoption de ces lois-là. Certains étaient par rapport trop violents. Oui. Maintenant qu'on a banni ça, on se rend compte que par moment, on a besoin quand même de temps en temps une petite punition corporelle sur les enfants. Mais après, ce n'est pas tous les élèves qui sont comme ça. Et celui-là, au début, tous on avait dit que la sanction était exagérée. Mais des informations qui sont parvenues après montrent que c'est un jeune récidiviste et qui est mêlé aussi à des actes beaucoup plus graves que cette vidéo-là, qui avait été exclu, même emprisonné, qu'on a libéré pour qu'il puisse passer l'examen, un certain nombre de choses. Donc c'est dire qu'il y avait des antécédents. Si les informations que nous avons sont bonnes, parce qu'on n'a pas pris le temps de les vérifier quand même. Donc si tel est le cas, c'est un récidiviste et que la lourdeur de ces sanctions-là, ça a été des sanctions graduelles qu'on ne connaissait pas. Et aujourd'hui, on assiste à cette sanction. Parce que la réaction des autres inspections nous avait un peu surpris. On se disait, mais s'il est exclu à Cara, en quoi ça concerne les autres qui traitent ou prennent des mesures? C'est dire que c'est eux aussi, peut-être qu'ils ont cette information et ils n'ont pas envie d'avoir un élève comme ça qui pourrait contaminer les autres. Mais après ces sanctions, je crois que l'État devrait prendre soin de cet enfant. S'il ne doit pas s'inscrire, c'est qu'il a un problème. Il faut qu'on le suive de près. Et qu'on le mette dans un centre approprié, recadré. Et peut-être lui redonner après la chance de reprendre. Il souhaite lui-même reprendre les cours,
ou l'envoyer se former, comme on en parlait justement de ce programme, s'il pense qu'il ne peut pas continuer l'école classique. Il ne doit pas être engagé pour le pays. Après l'exclusion, l'État a le devoir de le suivre. De près, pour voir. Surtout que quand on se rend compte que ses parents sont dans les capacités socialement pas gains, non-voyants et tout ça, je pense que c'est vrai qu'il a fauté totalement sur toute la ligne. On ne va pas lui trouver des excuses, mais l'État, en tout cas le ministère de l'Action sociale, le ministère de la Jeunesse et le ministère de l'Éducation et des enseignements primaires et secondaires devraient s'entendre pour le recadrer et espérer le récupérer. Voilà. Espérons surtout qu'il n'y ait pas d'autres affendus dans d'autres établissements. Et c'est sur cette histoire drôle que nous mettons fin à cette messe, que je vous remercie très sincèrement d'avoir suivi. Merci surtout aux officiants de la messe ici présents. Germain Pouli, le patron du journal Togo Réveil, le magazine. Et puis Firmin Teko Agbo, c'est un journaliste indépendant. Il est analyste, chroniqueur. Merci aux collaborateurs techniques, Ibrahim Machi et Chalim Alexandre. Moi, Alex-Éric Tanandé, le prince de la Bina. Et je vous laisse avec cette pensée de John Rawls. Il n'y a pas d'injustice dans le fait qu'un petit nombre obtienne des avantages supérieurs à la moyenne, à condition que soit améliorée la situation des défavorisés. Il n'y a pas d'injustice dans le fait qu'un petit nombre obtiennent des avantages supérieurs à la moyenne, à condition que soit améliorée la situation des défavorisés. John Rawls. Bonne méditation, bonne fin de semaine et bon début de semaine. On se retrouve dimanche prochain autour d'autres articles et d'autres chapitres. Une fois encore, merci à toutes et à tous. Au revoir. Thank you.